qui n'est même pas venu. C'est pour masquer un certain nombre d'insuffisances internes à la MONUSCO, d'incohérences en réalité entretenues là-dedans, que l'on vous dit tel général ne nous plaît pas, tel autre ne nous plaît pas. Quand même, voyons, ça ne tient pas quand même. Maintenant que vous avez remarqué des insuffisances au niveau de la MONUSCO, mais pourquoi le gouvernement demandait-il encore à cette même MONUSCO de réduire par exemple ses effectifs? Non, un instant. Voyez, le gouvernement de la République l'a demandé dans le cadre d'une rationalité. Qu'est-ce qui justifiait que la MONUSCO soit encore dans les Bas-Congo, ici à Kinshasa, après 10 ans, et dans d'autres provinces? On a dit, ok, vous concentrez l'essentiel de vos troupes maintenant là, à l'est de notre pays, parce que c'est là le point névralgique de l'édification de la paix dans la région et dans la République démocratique du Congo. Encore que lorsque on concentre toutes les troupes là-bas, on se rend compte que la brigade, les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Maloïtes ne posent pas problème. Ils sont au front avec notre armée, ils sont là. Mais les autres qui ont essentiellement des missions humanitaires et sécuritaires, on pouvait commencer à organiser leur départ petit à petit, en attendant que tout le monde quitte. Et c'est ça le cheminement. Aujourd'hui, les troupes combattantes n'ont pas été invitées à partir. C'est essentiellement les troupes qui sont dans les missions humanitaires et policières qui sont invitées à partir et dont le plan de retrait vient d'être, n'est-ce pas, édicté par les Nations Unies. Bon, maintenant, par rapport aux obstacles qui sont sur la voie du déploiement de la brigade internationale, je vous ai dit quel problème politique je perçois entre le Rwandais qui sont bénéficiaires directs d'ailleurs de cette opération et les États appelés à intervenir, qui sont pourvoyeurs de troupes. J'ai mis ces problèmes sur la surface. Maintenant, ces problèmes étant connus, il faut que la MONUSCO les aborde. Parce que la MONUSCO, comme notre pays, la MONUSCO a aussi des obligations à remplir dans les démantèlements et l'éradication des groupes armés négatifs dans la région. Vous l'aviez dit au départ. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pensez, avec la complexité de cette traque, de ces opérations contre les FDLR, l'armée congolaise, qui est une armée en reconstruction, sera capable à elle seule de faire face à ce problème, sans l'appui de la MONUSCO? Est liée, elle a commencé les opérations. Je vous ai dit qu'il ne s'agit pas d'une guerre classique entre deux armées. Il s'agit en réalité d'un désarmement forcé des éléments d'un groupe armé qui sont très mobiles dans certaines parties des provinces de l'Est. Des parties qui sont connues, mais des parties difficilement accessibles. N'est-ce pas? Et notre armée a commencé ces opérations. La complexité de ces opérations est telle qu'elles prendront beaucoup de temps. Mais l'essentiel était de commencer. On a commencé, nous allons conduire la répression jusqu'au bout, parce qu'il s'agit de notre pays. Maintenant, est-ce que nous pouvons préjuger de la fin de ces opérations? Je pense que ce serait trop tôt de pouvoir préjuger de la fin de ces opérations. Attendons, nous allons apprécier un semestre après, un trimestre après, une année après, nous apprécierons et nous allons évaluer et nous corrigerons au fur et à mesure. Alors, par rapport à l'obligation historique des Nations Unies qui ont demandé à l'époque l'entrée de ce troupe en République démocratique du Congo, quelle devrait être la démarche du gouvernement par rapport à ce que vous qualifiez comme un prétexte? Non, mais je pense que c'est des questions qui vont continuer à être réglées dans les canaux diplomatiques. C'est usuel, c'est tout. Il est inutile, vous avez vu que notre gouvernement n'a pas répliqué à travers un show médiatique similaire. C'est des questions que notre gouvernement aborde de manière raisonnable et responsable dans les cadres des canaux diplomatiques habituels. Et en attendant, on verra les résultats. On verra les résultats. Mais quoi qu'il en soit, et en tout état de cause, les accords internationaux auxquels la MONUSCO, si pas les Nations Unies, sont partis, ces accords restent valables jusqu'à ce jour. Parce que ce sont des accords qui stipulent les obligations qui incombent aux Nations Unies, via la MONUSCO, indépendamment de la responsabilité historique qui pèse sur les Nations Unies, de par la présence de ceux qui sont devenus aujourd'hui le groupe
armé négatif des FDLR chez nous. Vous comprenez? Une responsabilité historique pèsera toujours sur les Nations Unies, quelle que soit la manière dont on cherchera à pouvoir s'exonérer. Parce qu'ici, il s'agit d'une manière subtile de s'octroyer une exonération dans un problème sur lequel les Nations Unies portent une lourde responsabilité. C'est ça la question. Et donc, il s'agit de les souligner. Nous les soulignons sans embâche. Avec cette analyse que vous venez de faire en tant qu'indépendant, est-ce que, à votre avis, faut-il encore garder la MONUSCO sur le sol congolais? Je laisse au gouvernement le soin d'apprécier. Dans tous les cas, tous les éléments concourent à penser aujourd'hui qu'il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui dont la présence de plus en plus commence à s'avérer comme n'étant plus assez utile sur l'agenda de l'édification de la paix de notre pays et même sur l'agenda de la promotion du développement et de la coopération dans la région des Grands Lacs. Alors, on a fini cette émission. Qu'est-ce que l'opinion publique retient finalement de cette problématique FDLR? L'opinion publique doit retenir simplement qu'il y a au-delà de cet alibi, de ce prétexte avancé par la MONUSCO, des généraux qui ne plaisent pas. Il y a au-delà de ce prétexte, un simple prétexte, des problèmes de fond que la MONUSCO et les Nations Unies doivent aborder courageusement, des problèmes qui sont liés ici aux relations qui sont assez malaisées entre les pays qui sont contributeurs de troupes, les pays contributeurs de troupes à la brigade internationale et les Rwandais qui est bénéficiaire au finish de l'opération de désarmement forcé des FDLR et de leur rapatriement. Donc des pays qui en réalité sont appelés à fournir leur rapport dans une question qui touche à la sécurité interne d'un pays avec lequel ils n'ont plus de bonnes relations. C'est ça la question qu'il faut régler. C'est tout. Voilà, cette émission est finie. Merci Franklin d'avoir répondu à nos questions, mais retenez quand même aussi que pendant ces opérations militaires, peu importe leur nature, il se pourrait aussi qu'il y ait aussi des atteintes sérieuses aux droits de l'homme. Ça aussi, il faut le retenir. Oui. Il ne faut pas vous dédouaner par rapport à ça. Non, il n'est pas question pour nous de nous dédouaner, encore que notre gouvernement sait s'assumer toujours quand il y a pareille difficulté. Vous avez suivi combien de fois nos propres militaires sont passés devant la cour d'autres militaires pour répondre de leurs faits. Voilà. C'était Franklin Tchemala, analyste indépendant, mais également communicateur de la majorité. Avec lui, nous faisions le point sur le désaccord qui existe aujourd'hui entre le gouvernement congolais et la mission des Nations Unies en RDC en rapport avec la traque des FDLR. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Merci à vous également de nous avoir suivis. Portez-vous bien, à très bientôt avec le même plaisir.